Depuis des années, je parcours le Moyen-Orient comme reporter. Cette région me passionne, mais mon métier m'a surtout conduit à en connaître les crises, les guerres et les drames. À présent, ce voyage sur les traces de Marco Polo, le long de la route de la soie, me permet d'aller à la rencontre de ce qui fait le rayonnement de cette partie du monde. Sa culture millénaire, son brassage des peuples et des civilisations qui ont tant apporté à la nôtre. L'Asie mineure était la Petite Asie aux yeux des Romains. Pour les Turcs, elle est l'Anatolie, soit littéralement la région du soleil levant, c'est-à-dire l'Orient, vers où tendent Marco Polo et les autres marchands de la route de la soie. L'Anatolie compte plusieurs caravansérails parmi les plus vastes des quelques 12 000 km de route. Ainsi le caravansérail de Sultan Hani, bâti par les Turcs seldjoukides au XIIIe siècle, dans la province de Cappadoce, au beau milieu du pays. Les caravanes étaient une très grande source de profit. Et les Turcs seldjoukides faisaient donc tout pour inciter les marchands à prendre leur segment de la route de la soie qui traverse l'Anatolie. Pour ce faire, ils les invitaient à vivre gratuitement dans ces caravansérails, 3 jours de suite. Et ils sont allés jusqu'à inventer un système d'assurance. Si un marchand se faisait dépouiller le long d'une étape, ou si l'un de ses animaux mourait, on lui remboursait l'animal ou on lui remboursait les marchandises. Venus d'Asie centrale, les sultans turcs seldjoukides ont régné sur une bonne partie de la Perse, puis sur l'Asie mineure jusqu'au XIIe siècle. Ces anciens nomades devenus maîtres d'un empire ont appris des Iraniens l'importance du commerce. Bâti par un Syrien, Ahmed el-Damaski, le caravansérail de Sultan Hani mesure 4500 mètres carrés. Voûtes d'arêtes et croisées d'ogives, on y constate l'importance des échanges avec l'architecture occidentale pendant toute la période des croisades. Très exposée aux envahisseurs, mais aussi à la croisée des chemins et des empires, cette région de Cappadoce est un haut lieu de la civilisation antique. Au beau milieu de l'Anatolie, au nord des monts Taurus, la région de Cappadoce est stratégiquement située sur la route des caravanes qui relie la Méditerranée à l'Orient. Cette région a d'abord été contrôlée par les Hittites, puis par l'Empire perse, l'Empire romain, l'Empire byzantin, avant d'être saccagée par les guerriers mongols, puis annexée par les Turcs ottomans. Considérée comme l'une des plus belles régions de Turquie, la Cappadoce continue d'attirer des hordes de touristes, notamment pour visiter ces étonnantes formations géologiques, appelées cheminées de fées, qu'on trouve autour du village de Göreme. Tatlum, petite jument pur sang arabe, s'avère un excellent moyen d'explorer le dédale que forment ces cheminées, créées par l'érosion du vent, de la pluie et du gel dans des roches sédimentaires très friables. Les habitants de la région ont appris depuis la nuit des temps à profiter de cette roche si particulière pour se créer des habitats troglodytiques. Naturelles ou creusées par l'homme, ces grottes et cavernes abritent aussi certaines des plus vieilles églises du monde. Oubliées pendant des siècles, souvent transformées en étables, ces centaines d'églises rupestres ont été redécouvertes à partir des années 50 par un jésuite français, Guillaume de Gerfagnon. Les successeurs du prêtre ont créé une association dénommée les Amis de la Cappadoce, dont s'occupe Ahmed Diller. Quel est le rapport entre ces formations étranges et le nombre d'églises qu'on trouve dans cette vallée de Göreme? Oui, on peut dire que la Cappadoce est l'œuvre de la nature et celle de l'homme. On parle même de l'utilisation hittite des villes souterraines, des parties creusées dans les villes souterraines. Oui, donc c'est très ancien. Certaines parties troglodytiques de la région ont été utilisées par les Zoroastriens. Les adorateurs du feu venus d'Iran. Les adorateurs du feu, parce que les Perses ont été là. Ils ont même donné son nom à la Cappadoce. En ancien perse, Katpatuka veut dire le pays des beaux chevaux, qui a donné le nom de la Cappadoce. Les Zoroastriens, les Mèdes, les Hittites, et ensuite? Ensuite, des églises. Les premiers chrétiens s'installèrent là et ils ont creusé au début
des chapelles assez petites. Au début, les plafonds étaient plats et on sculptait des croix, parce qu'il y avait un véritable culte autour de la croix. Ensuite, les chrétiens ont développé les peintures, les constructions en voûte en berceau et les fresques qu'on voit dans beaucoup d'églises de Cappadoce. Est-ce que cet habitat quand même très étrange, cet endroit très étrange pour faire des monastères et des maisons, c'est aussi lié à une volonté de se défendre ou de se cacher? Au début, ce sont les ermites qui sont venus s'isoler dans les cônes de Cappadoce, dans ce qu'on appelle des cheminées de feu. Ah oui. Oui, ils avaient leur petite chapelle en dessous, leur dortoir au-dessus et autour une vigne. Plus tard, avec l'influence des pères cappadociens, ils ont essayé de regrouper ces ermites isolés pour monter une vie cénobitique. Cénobite vient de keinebio, qui signifie « vie en commun » en grec ancien. La règle cénobitique est en fait tout simplement la règle qui organise la vie des moines. Né en Orient, ce modèle du monastère se répandra à travers toute l'Europe au début du Moyen-Âge. Et pourquoi est-ce que les ermites puis les moines choisissaient des endroits aussi bizarres pour construire leur petite cellule ou leur monastère? Pourquoi une porte à 10 mètres au-dessus du sol, par exemple? C'était dans le but de se cacher parce que la région était en but aux invasions arabes, aux razzias arabes. Donc il y avait des petits tunnels pour monter dans le dortoir, la chapelle, et ils pouvaient obstruer le passage avec une meule de pierre ou avec d'autres moyens. La manière encaissée des vallons de Cappadoce leur permettait de s'isoler et en même temps de se regrouper dans les monastères, comme dans les églises de Göreme. Le site des plus belles églises rupestres de Göreme a été transformé en parc national, classé au patrimoine mondial par l'UNESCO. Dissimulé dans les falaises se trouvent un monastère tout entier et un couvent de nonnes. Outre les églises et les cellules des moines, on peut admirer cette salle de réfectoire, avec sa table et ses bancs taillés dans la roche. Bâtie dans la craie puis peinte au XIe siècle, cette fresque éblouissante représente diverses scènes de la Bible. Notamment dans l'abside, la représentation de l'archange Michel, qui tient dans la main un globe terrestre sous forme d'une boule rehaussée d'une petite croix. C'est un symbole de pouvoir à l'image des globes que tenait Charlemagne ou les empereurs byzantins. Est-ce qu'on voit aussi des traces de la culture ou de l'art de vivre de Cappadoce qui se sont répandues le long de la route de la soie? On voit déjà dans l'architecture des églises des motifs géométriques qu'on retrouve sur le devant des maisons. On voit les mêmes motifs sur les kilim, Ah oui. des tapis à points plats. Des tapis à points plats, c'est une technique de tissage qui est utilisée depuis la nuit des temps. Si Ahmed Giller mentionne le kilim, ce n'est pas entièrement innocent. Quand il ne s'occupe pas de vieilles églises, Ahmed est en effet marchand et expert en tapis de Cappadoce. Issu d'une famille de tisserandes, il est devenu spécialiste de l'histoire des motifs. Ahmed, est-ce qu'on peut considérer que le tapis, le kilim en particulier, est né ici, en Anatolie? Tout à fait, oui, entre Konya et la Cappadoce, dans le site néolithique de Çatalhöyük. Il y a environ combien d'années? 6500 avant Jésus-Christ. Donc c'est correct de penser que le kilim est la plus ancienne forme de tapis alors? C'est la plus ancienne forme de tissage. Et pour parler des motifs des kilims, est-ce qu'on voit les motifs circuler le long de la route de la soie? C'est-à-dire est-ce qu'on voit par exemple un dessin typique de cette région qui ressurgit un peu mystérieusement à des centaines, des milliers de kilomètres d'ici? L'instinct humain et la technique de tissage permettent certaines formes. Des résurgences de formes? Des résurgences de façon de platonicienne, formes qui peuvent exister aussi bien en Afrique, en Amérique du Sud ou en Anatolie. L'homme, spontanément, imagine les mêmes formes. Les mêmes formes, Ouais, parfois, oui. Et d'autres possibilités, ils ont une signification. En l'occurrence, en ce qui concerne les kilims, il y a 3 thèmes récurrents qui reviennent en permanence. C'est la fécondité de la femme,
C'est le motif qu'on appelle les mains sur les hanches. En turc, ça donne Eli Belinde. C'est une forme géométrique avec la tête, le corps qu'on devine, les mains recourbées. L'autre thème, un exemple qu'on peut donner, c'est l'épi de blé, qui revient régulièrement. C'est celui de la fertilité de la nature. Une autre préoccupation pour les gens, c'était la protection contre les maladies, contre les intempéries, contre les tremblements de terre, contre tout ce qui est dévastateur, qui ont continué jusqu'à nos jours. Un exemple typique, c'est l'œil contre le mauvais œil qu'on voit partout en Anatolie. Donc, nous avons mis des motifs de protection sur les kilim. Appelées Nazar Bonchouk, ces amulettes contre le mauvais œil datent des origines du peuple turc, lorsque les nomades de la steppe priaient Tengri, le dieu du ciel bleu. Ces ancêtres nomades ont pour héritier l'ordre mystique des Alevi Bektashi. Confrérie très puissante mais généralement plutôt secrète, les Alevis représenteraient près de 20% de la population turque, soit au moins 15 millions de personnes. C'était le courant religieux des janissaires, les troupes d'élite de l'Empire ottoman. Adeptes d'Ali, le gendre du prophète Mahomet, et donc proches de l'islam chiite, les Alevis ont hérité de nombreuses pratiques et croyances du chamanisme des Turcs de la steppe. Ils ne prient pas dans des mosquées mais dans des maisons de culte, les Semevi, et considèrent la Bible chrétienne, la Torah juive et le livre des psaumes comme des textes sacrés, au même titre que le Coran. Les Alevis ont pour maître un séide, un descendant du prophète, mais incorporent aussi à leurs croyances certains aspects du bouddhisme. Leur prière sous forme de danse, le Sema, reflète les mouvements de l'univers. Le Sema est une danse religieuse pratiquée avec de la musique et où disparaît la différence entre la terre et le ciel, la matière et la spiritualité, l'homme et la femme. C'est une forme de pratique religieuse. Vous décrivez cette cérémonie comme un symbole de l'égalité entre le ciel et la terre, entre l'homme et la femme. Est-ce vraiment le cas chez les Alevi Bektashi? Dans la croyance Alevi Bektashi, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Tout le monde a le même statut. Bien évidemment, dans la structure de la famille, la femme et l'homme ont des tâches différentes. Le partage est différent. La vie est collective, mais la femme n'est pas soumise. Elle n'est pas à l'écart. Vous êtes à la fois un mouvement mystique et un mouvement socialement très engagé, très à gauche sur l'échiquier politique turc. Comment est-ce qu'on concilie ces deux extrêmes ? Nous pouvons dire que peut-être dans le monde entier, pour la première fois et de manière correcte, la vie collective, la vie en communauté, la vie sociale ont eu lieu dans cet ordre à l'époque de Asi Bektasveli. Les gens prenaient ce dont ils avaient besoin et rapportaient le surplus afin qu'il soit distribué aux Alevi Bektashi et aux personnes dans le besoin dans le monde entier. C'est-à-dire que la croyance va dans le sens qu'il n'y a pas de salut individuel, mais un salut obtenu tous ensemble. Ce n'est pas que pour l'humanité. Dans la croyance Alevi Bektashi, il n'y a pas que les hommes, il y a aussi le respect pour les arbres, pour tous les êtres vivants. Aucune espèce vivante n'est tuée volontairement. Selon la croyance, on ne taille aucun arbre sans autorisation. Si on coupe un arbre, on en plante forcément un à la place. Quelle est la signification des grandes danses que vous pratiquez pendant le Sema? Nous retrouvons le Créateur dans tout lorsque nous sommes dans cet état d'esprit. Parfois, nous le retrouvons dans les grues cendrées. On en parle dans les déis, les chansons. On y retrouve le battement des ailes des grues cendrées. Nous avons la marche des 3 pas, les pas de Dieu, de Mahomet et Ali. Dans cette quête vers Dieu, Mahomet est notre guide.
Longtemps considérés comme une force progressiste très puissante dans la société turque, les Alevis sont aujourd'hui assez mal vus par le parti islamiste au pouvoir, de Recep Tayyip Erdogan. À l'est du plateau anatolien s'élèvent les monts du Caucase. Situés tout au bout de l'Anatolie, près de la frontière de l'actuelle Arménie, à 1700 mètres d'altitude dans une région peuplée de montagnards kurdes, Kars a longtemps été disputée entre les Turcs et la Russie tsariste. On aperçoit encore en ville des traces d'architecture russe et d'anciennes églises arméniennes transformées en mosquées. Les grandes caravanes ont toujours fait bon ménage avec les grands empires. D'ailleurs, l'apogée de la route de la soie au 1er siècle correspond aussi à l'apogée de l'Empire romain à l'ouest et de l'Empire Han à l'est de la route, en Chine. Au fil des siècles, il y a aussi la Pax Mongolica, c'est-à-dire l'Empire mongol, qui contrôle toute cette partie de l'Asie. Et puis il y a l'Empire des Turcs ottomans, le plus grand de tous, qui s'étend de la Hongrie jusqu'à la Mecque et d'Alger jusqu'à ici à Kars, à la frontière avec la Perse. Mais pas de chance pour les Turcs, au moment où ils contrôlaient cet immense territoire, les Européens, eux, trouvaient le moyen d'aller chercher les épices en Orient en contournant l'Afrique en bateau. L'ouverture des grandes voies maritimes à la fin du XVe siècle a donc sonné le glas de la route de la soie. Et de grandes villes cosmopolites telles que Kars se sont muées en simples villes de garnison. Mais les traces culturelles de la route de la soie sont loin d'être éteintes chez les Turcs. Un peuple né en Sibérie orientale, pas très loin de la Chine, et dont les migrations suivirent le même trajet que le chemin des caravanes. Le vieux luthier kurde Salih Sahin fabrique encore la plupart des instruments d'Asie centrale. Saz, oud, sitar, ce sont les instruments de la route de la soie. Comment êtes-vous devenu luthier et comment avez-vous appris à jouer du saz? J'ai appris à jouer du saz par mon père. Mon père a commencé à s'y intéresser dès son plus jeune âge, au saz et aux chansons populaires. Nous avons appris la musique, la pratique du saz par notre père. Mon père est mon maître. Comment fabrique-t-on un saz? En quel bois est-il fait? Dans cette région, le saz est fait en bois de mûrier. Le mûrier taillé est l'idéal. Et les sazes de meilleure qualité sont réalisés à partir de bois que l'on fait patienter. C'est-à-dire qu'il faut attendre 3-4 ans après la fabrication de la caisse avant de procéder à la dernière étape et de pouvoir en jouer. Si le saz est typique de l'Anatolie, comment évoluent les instruments qui lui sont apparentés le long de la route de la soie? Le saz nous est arrivé d'Asie centrale, de pays tels que l'Iran, l'Azerbaïdjan, la Géorgie et le Turkménistan. La ville de Kars en est la ville d'origine en Turquie. Et c'est à partir de Kars que nos instruments sont allés en Europe. La raison en est qu'une vingtaine de civilisations est allée vers l'Occident via la Turquie et s'est installée à Kars. Ces civilisations ont laissé leur culture, leur musique et leurs traditions dans notre ville. Vous n'êtes pas seulement luthier et musicien, vous êtes aussi poète, c'est pour ça qu'on vous appelle Cher. D'où vient l'inspiration de vos poèmes? Lorsque je compose de la musique, plus exactement des chansons populaires, j'essaie de faire vivre nos coutumes, la culture de notre région et des temps passés. Ce poème d'amour, Maralisan, ma biche, c'est un symbole d'une femme ou c'est une femme réelle qui existe? C'est une bonne question. Je peux y répondre sans problème. En raison de nos traditions, les hommes et les femmes autrefois ne pouvaient pas exprimer leur amour. Cela fait partie des coutumes de la route de la soie. Les gens n'arrivaient pas à exprimer leurs sentiments, ils étaient donc évoqués par le biais de personnages intermédiaires. Moi aussi, j'ai utilisé ici la biche à la place de la personne que j'aimais. J'ai fait comme si je parlais à une biche pour que l'on ne découvre pas mes sentiments. J'aurais été très triste si je n'avais pas joué du saz. Si je venais au monde une nouvelle fois, je jouerais du saz.
près de Kars que les anciens rois d'Arménie choisirent d'établir leur capitale, malgré l'extrême rigueur du climat. Cette steppe battue par les vents nous conduit à Ani, sur l'actuelle frontière entre la Turquie et l'Arménie contemporaine, ex-république du RSS devenue indépendante en 1991. Il fait moins 15 ce matin, ce qui n'empêche pas le vieux berger kurde Hussein de sortir son troupeau, gardé par ses Kangals, des chiens dressés à se battre contre les loups qui rôdent aux alentours. Toute cette région comptait une très importante population arménienne jusqu'au génocide de 1915, où périrent plus d'1 million de victimes. En pleine Première Guerre mondiale, le régime turc de l'époque suspecta sa minorité arménienne de traîtrise et déchaîna contre elle les paysans kurdes du Caucase. La Turquie réfute fermement qu'il s'agit d'un génocide, et aujourd'hui encore, Turquie et Arménie s'entendent mal. La frontière entre les deux pays reste fermée. Par une suprême ironie de l'histoire, la capitale millénaire des Arméniens, Ani, se situe justement à quelques mètres de cette frontière, mais côté turc. Ravagée par Tamerlan au XIVe siècle, cette florissante ville marchande de la route de la soie a été entièrement abandonnée. Elle reste comme un témoin du grand royaume d'Arménie. Alliée de l'Empire romain, puis byzantin, puis des chevaliers croisés et des Mongols, l'Arménie est le premier État à se convertir officiellement au christianisme, dès le tout début du IVe siècle. Avec son pont dressé en travers du fleuve Akourian, qui marque encore aujourd'hui la frontière, Ani était un point de passage très important pour la route de la soie. Les Arméniens étaient des négociants prospères, également connus comme mercenaires engagés pour protéger les caravanes, explique l'historienne de l'art turque Özlem El-Boustan, qui participe au programme de conservation de la ville. À la grande époque, Ani compte combien d'habitants, combien de caravansérails, combien d'églises? Au Moyen-Âge, c'est-à-dire autour des années 960, on parle d'une population de 100 000 habitants. Au cours de cette même période, on estime que sa population est supérieure à celle d'Istanbul. C'est la cité aux 1001 églises. On dit aussi à l'époque qu'Ani est le monde, mais que le monde n'est pas Ani. Ici, il n'existe plus qu'un caravansérail datant de l'époque des Seldjoukides. Hormis cela, il existe dans les environs une trentaine de manufactures d'huile de sésame, de caravansérails et leurs lieux d'hébergement. Comment expliquer qu'Ani ait atteint un tel rayonnement? Plus particulièrement par la construction du pont de la route de la soie au Xe siècle. Ce pont permet le passage de la route de la soie d'Asie à l'Anatolie. Et grâce à cela, comme vous le savez, les grandes caravanes utilisent en premier Ani comme étape et lieu d'hébergement. Ani s'est enrichi grâce à cela à cette époque. Quel était typiquement le rôle des Arméniens le long de la route de la soie? Les Arméniens étaient présents non seulement en tant que soldats, mais aussi en tant que marchands et habitants vivant déjà ici. La ville a longtemps décliné, mais quel a été le coup fatal qui l'a totalement vidé et anéanti? Il ne faut pas lier cela à une seule raison, car il n'y a pas eu de migration soudaine. Une partie de la population a migré avec la destruction par Tamerlan, une autre à cause des tremblements de terre. Mais la vraie raison est le transfert des routes commerciales vers les voies maritimes. Ani est importante car c'est un centre d'échange, une ville commerciale. Si la ville perd son importance commerciale, les gens n'ont plus rien à y faire d'un point de vue économique. Pensez-vous que le passé, par exemple le passé de la route de la soie, puisse nous livrer des enseignements pour le présent? Bien sûr, l'histoire est une lumière pour notre futur. Il faut la considérer de cette façon. Vous savez aussi qu'en ce moment, l'ancienne route de la soie est d'actualité. On essaye de redonner vie aux édifices en ouvrant à nouveau cette route. Posée sur sa steppe splendide et vide, Ani paraît presque oubliée.
On compte plus de miradors de douaniers que de gardiens touristiques autour de ce site archéologique époustouflant, où galopent librement les hardes de chevaux sauvages.